Avant cette matinée enrichissante, avec des échanges sur les différents cadres nationaux, européens et la volonté politique, donnons la parole aux acteurs du terrain. J'aimerais vous dire quelque chose dès le départ de cet après-midi. Nous avons décidé de parler anglais. Je sais que la plupart d'entre vous êtes français et ne parlez pas anglais de manière naturelle, mais vous avez des écouteurs si vous voulez écouter l'interprétation vers le français. Pour nous, il est crucial de nous exprimer en anglais aujourd'hui car nous voulons vraiment insister sur le fait que nous parlons une langue étrangère, l'anglais par exemple, car c'est une langue cruciale pour améliorer la mobilité des apprentis à long terme. Cela fait un an d'ailleurs que nous célébrons la mobilité. Bientôt, ce sera l'anniversaire de Europe Mobility et nous aimerions que vous rejoigniez notre mouvement. Et pour ce faire, il vous faudra répondre aux questions qui vont vous être posées sur Slido, une plateforme facile, très intuitive. Ce matin, vous avez reçu une feuille de papier avec un QR code dessus à scanner. Je pense que vous avez tous l'application et si vous avez un iPhone, vous n'avez même pas besoin d'application. Si vous avez le moindre souci pour vous connecter, allez sur slido.com et saisissez le code hashtag 161721. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à nous demander et nous vous aiderons. Pour commencer cet après-midi, nous allons parler de notre premier sujet, à savoir l'internationalisation des centres de formation des apprentis, les CFA. Et je vais céder la parole à ma collègue Stéphanie. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Stéphanie Pismelnik. Nous sommes une organisation, l'organisation pour laquelle je travaille a aidé à organiser cet événement. Passons maintenant au vif du sujet. Voici nos intervenants d'excellence aujourd'hui. Lionel Clémençon est avec nous aujourd'hui. Il nous vient tout droit de l'agence Erasmus+, Paolo Nardi, qui nous arrive tout droit d'Italie. Il est au comité du Centre d'excellence professionnelle, COV, et Madame Labrousse, chargée de coopération européenne et internationale et au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pour lancer l'après-midi, nous allons vous poser la première question sur Slido. Quels sont les mots-clés auxquels vous pensez lorsque vous réfléchissez à l'internationalisation des CFA? Quels sont les mots-clés qui vous viennent à l'esprit? Vous devriez les voir apparaître à l'écran. Donc, quels sont les premiers termes qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on parle d'internationalisation? Le premier terme, comme ça. Quelqu'un peut prendre la parole? Des compétences douces. Intéressant, effectivement. Autre chose? Le multilinguisme. Très intéressant aussi. Homologation. Agrément, bien évidemment. Partenariat, partenaire. Tout à fait. Reconnaissance mutuelle. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que ces premiers termes nous donnent une première impression de ce qu'est l'internationalisation. Il s'agit de partenariat, d'homologation, d'accréditation, des qualifications douces, non techniques que nous pouvons avoir.
Et je pense que cela, finalement, est notre point de départ avant d'écouter les présentations de nos intervenants. Lionel Clemenceau, pourriez-vous nous faire votre présentation pour commencer? J'aime beaucoup le terme d'homologation, accréditation, car cela est lié au nouveau programme Erasmus+. L'accréditation, l'homologation est une possibilité au sein d'Erasmus+, et permet aux prestataires de se préparer sur le long terme. Les CFA, les prestataires de formation professionnelle peuvent intégrer le programme Erasmus+ sur le long terme en demandant cette homologation. Et grâce à auprès de leur agence nationale, et grâce à cette homologation, ils peuvent mettre sur pied des projets de mobilité et le financement y afférent. Donc, je pense qu'il est important que je réagisse à cela. Les partenaires, c'est effectivement un terme clé qui m'évoque beaucoup de choses. Les partenaires sont finalement le point de départ pour tous les CFA, pour les prestataires de formation, pour lancer des projets et les construire. Il est crucial que vous ayez les ressources nécessaires, telles qu'un référent mobilité. Nous avons déjà parlé de ces ressources clés ce matin. Et grâce à l'évolution du cadre législatif français, vous avez des prestataires de formation qui vous donnent. Les prestataires ont les moyens d'investir dans ces ressources pour promouvoir les projets de mobilité. J'aimerais vous présenter l'initiative que nous avons lancée avec l'agence Erasmus+, notamment dans le secteur de l'automobile, le BTP, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et d'industrie, les compagnons du devoir. Donc, dans notre agence, nous rassemblons tous les acteurs impliqués dans la mobilité des apprentis. Nous avons conçu un programme de formation tout particulièrement pour les référents. Ce programme de formation commence par la définition des compétences clés nécessaires à un référent mobilité. Nous avons lancé ces travaux il y a 3 ans. Ça a été, le chemin a été semé d'embûches, tout particulièrement durant la pandémie. Donc nous sommes ravis de voir aboutir ce projet à temps. Donc nous avons défini les missions et le cadre de missions et de compétences clés. Ce cadre a permis l'émission d'une brochure qui est disponible sur le site de l'agence Erasmus+. Et en 2019 et 2020, nous avons défini des objectifs pour définir, concevoir des normes et des lignes directrices d'évaluation. Donc, cette formation maintenant est opérationnelle. Elle est prête à être lancée par les différents réseaux d'apprentissage qui financent le développement de ces modules. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une formation modulable et qui opérationnelle, comme je le disais, qui est à disposition des référents mobilité. Elle est libre d'utilisation. Donc, d'ailleurs, tout AFA, CMFA, etc., tous ces acteurs peuvent partager et profiter de cette formation. Et là, il faut qu'ils la mettent en place et nous aimerions obtenir des retours sur son fonctionnement. Et pour tous les prestataires et CFA, vous aurez la possibilité, en contactant ce groupe d'acteurs, de mettre en place ces modules au sein de vos CFA et
et autres organismes de formation. Comme vous le voyez sur cette diapositive, nous avons une démarche globale. Les référents mobilité doivent gérer des compétences comme l'organisation, la gestion, la réglementation. Ils doivent également maîtriser une langue étrangère. Donc nous avons un module spécifique qui cible la communication, comment promouvoir les projets de mobilité tout en utilisant des termes clés en anglais, pour pouvoir s'entretenir avec des partenaires européens. Donc la langue étrangère est un point clé. Enfin, autre point essentiel, la cohérence des projets et les parcours pédagogiques. Car nous avons la ferme conviction que la mobilité doit s'inscrire dans les programmes scolaires des apprentis. Donc pour un référent mobilité, cela veut dire comment effectuer cette intégration, quelles activités pédagogiques peuvent aider à l'intégration de l'apprenti. Donc il ne s'agit pas seulement du programme Erasmus+, il ne s'agit pas seulement d'homologation, il s'agit également de mettre sur pied un programme de mobilité global au sein du programme pédagogique. Et également la communication, je l'ai déjà dit, cela est crucial que les CFA promeuvent les impacts, les résultats des projets de mobilité Erasmus+. Donc comme vous le voyez, c'est un programme de formation global, essentiel, qui peut être mis en place de façon très modulable. Merci beaucoup Lionel Clémençon pour cette première présentation. Passons maintenant à Paolo Nardi et sa présentation. Merci. Merci Stéphanie. Merci de nous avoir invités et de me permettre de faire une présentation. J'espère que les diapositives seront à disposition. Je m'appelle Paolo Nardi. Je suis en charge des affaires internationales pour les centres de formation professionnelle et également coordinateur à l'UNESCO en tant que point de référence pour l'Italie. Comme je l'ai dit, je suis en charge de l'internationalisation de nos CFA. Et ces CFA se concentrent sur les enfants vulnérables. Et en matière de vulnérabilité, je crois que la mobilité est une dimension clé à laquelle réfléchir. Il faut l'adapter, il faut inclure ces jeunes. Pour ces jeunes vulnérables, nous avons développé ces 15 dernières années un modèle qui s'appelle l'excellence inclusive. C'est la chance pour tous ces jeunes de recevoir une formation d'excellence inclusive. C'est une formation qui inclut tous et toutes. Maintenant, comment pouvons-nous consolider ce modèle et partager ce modèle à l'échelle internationale? C'est la question qui nous anime et qui a poussé ce projet et qui pousse l'un des 7 CFA qui nous guide pour atteindre cette excellence inclusive. L'objectif est d'identifier les pratiques qui font de l'enseignement et de la formation professionnelle quelque chose d'inclusif, d'un point de vue didactique, mais également d'un point de vue de gestion des projets et d'un point de vue de la gouvernance. Il faut que les enseignants, la communauté pédagogique et l'écosystème professionnel soient coordonnés. C'est pourquoi, au cœur de notre projet, nous avons 4 CFA, 4 entreprises, 2 universités et plusieurs organisations de prise de décision politique qui nous permettra, nous l'espérons, de développer ces pratiques
et de les transformer pour qu'elles deviennent des modules de formation. Et ces modules seront partagés via des plateformes au sein d'un consortium et également au niveau européen et au niveau international. De cette façon, cette démarche d'excellence inclusive sera un bien commun, si je puis dire, pour notre communauté, d'une part, mais également pour tous les jeunes désavantagés avec lesquels nous travaillons. Merci. Merci beaucoup, Paolo. Passons maintenant à Madame Pascale Labrousse. Désolée, je n'avais pas allumé mon micro. Je vais le refaire. Soyez prévenus. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Pascale Labrousse. Je suis chargée de la coopération européenne et internationale au sein de l'EPL Bordeaux-Gironde, au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Nous avons beaucoup de réseaux au sein de la formation agricole française et je dois renforcer les partenariats avec la Pologne et les États baltiques. Nous promouvons des cycles courts de formation technique en Pologne et dans les États baltes. Nous identifions et soutenons des secteurs de mobilité ciblés. La mobilité des apprentis, pour nous, est une priorité d'ailleurs. Nous soutenons également une augmentation quantitative et qualitative de la mobilité sortante via des partenariats réellement réciproques. Nous développons des mesures pour promouvoir les programmes européens et d'Europe en organisant des salons agricoles, différents concours et des événements qui soulignent la dimension européenne de l'agriculture. Merci beaucoup pour vos interventions. Comme vous l'avez vu, vous comprenez d'ailleurs pourquoi nous avons choisi ces trois intervenants. Trois très bons exemples de professionnels qui travaillent à l'internationalisation des CFA. Nous avons eu le point de vue de l'agence Erasmus+, le point de vue de Paolo pour les centres d'excellence, un nouveau projet désiré par la Commission européenne, un projet d'envergure, et Pascal, qui travaille en tant que référente mobilité, mais également en travaillant au réseautage. Donc, pour nous, ce sont trois perspectives qui aident à l'internationalisation des CFA. Nous aimerions connaître votre avis. Quels sont les outils ou pratiques que votre organisation utilise le plus fréquemment pour déclencher l'internationalisation? La coopération entre institutions, comme le projet Erasmus K2, des séminaires, des événements d'envergure internationale, des outils spécifiques comme la formation en ligne, et en plus généralement la mise en réseau social. Les résultats changent de façon très rapide, très dynamique. Environ 70% d'entre vous pensent que la meilleure façon de lancer l'internationalisation est via la coopération entre organisations et institutions, via 39%, 38% pour les séminaires internationaux, 39% pour les séminaires contacts, de mise en réseau, 38% des apprenants d'autres pays, 19% les réseaux sociaux. Stéphanie, vous avez la parole. Merci pour vos réponses. Je crois que c'est très clair. La coopération entre organisations et institutions telles que les projets Erasmus+, sont le point clé pour vous. Peut-être quelques réactions à ces réponses? D'accord. Donc, l'action clé K2 est donc
importante. En tant que citoyens, il nous faut de l'égalité, des droits et des valeurs. Et puis il existe différents partenariats de coopération. La coopération, par exemple, à petite échelle, des partenariats pour l'excellence, par exemple avec des centres de formation professionnelle d'excellence. Il faut des partenariats pour l'innovation, des alliances et des projets qui voient loin. Il faut également être capable de mettre sur pied des projets pour la jeunesse et pas seulement pour le profit. Pour des événements aussi sportifs. Il nous faut des partenariats pour la collaboration afin de gagner en expérience à l'international. Ces partenariats peuvent être de différentes tailles. Il faut des évaluations de qualité de ces projets afin de juger de la nature des organisations impliquées. Il existe plusieurs types de partenariats pour travailler, apprendre et grandir ensemble. Les partenariats de coopération sont un type, et puis il y a les partenariats de petite échelle. Afin d'atteindre nos objectifs, et proportionnellement à ces différents partenariats, il faudrait mettre en place des activités, partager des activités de promotion, accomplir des actions, des politiques. Par exemple, des partenariats avec des universités, des écoles, des chambres de commerce, et puis bien d'autres encore. Merci pour cette intervention. Monsieur Clémençon, est-ce que vous voulez continuer? Comme vous le préférez. Je voulais simplement réagir à ce qu'a dit Pascal. Elle a expliqué tous les partenariats possibles dans toute leur diversité avec les programmes K2. Et puis elle a mentionné les partenariats à petite échelle. Ça, c'est quelque chose sur quoi on se concentre à Erasmus+. Et sur les partenariats mutuels. Parfois, on n'a qu'un seul partenaire, mais pour nous, il faut deux partenaires. Pour les partenariats à petite échelle, il n'y a besoin que d'un partenaire. Comme on l'a dit ce matin, il est important de donner des opportunités transfrontalières dans ce genre de partenariat. Ce sont des partenariats qui sont conçus spécialement et proposés spécialement à des organisations qui sont nouvelles au sein d'Erasmus et qui ont la capacité de coopérer internationalement. Donc, si les centres de formation pour apprentis souhaitent faire partie d'Erasmus aujourd'hui, vous pouvez le faire à travers ces actions, ces partenariats à petite échelle. Parce qu'il est facile de les mettre en place. Pour postuler, c'est simple. Vous n'avez besoin que d'un seul partenaire pour commencer le partenariat. Donc vous pouvez commencer à petite échelle. C'est une manière de rejoindre le programme. Paolo? Oui. Je dois dire que ces résultats représente exactement notre expérience en tant que centre de formation professionnelle. Mais j'avais une réaction. Je suis d'accord avec tous les commentaires que vous avez faits. Mais dans le Slido, moi j'ai mis développement professionnel et renforcement des capacités. Je pense que c'est important. Parce que ces résultats, comme je l'ai dit, sont le reflet de notre réalité
Mais comment est-ce que les choses ont commencé? Il y a 6 ans, lorsque j'ai commencé, la mise en réseau était très pertinente. Et plus particulièrement, l'internationalisation de nos associations. C'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Je vous partage simplement mon expérience. C'est une très bonne opportunité parce que dans ce genre d'association, il y en a d'autres. On a l'opportunité, lors de réunions, d'apprendre à connaître d'autres organisations, d'autres personnes qui font le même travail. Et on peut rencontrer des responsables politiques. Dans ce genre de réunions, d'associations, on peut également inviter des personnes à venir. Selon mon expérience, quand on organise ce genre d'événement, quand on fait de la mise en réseau, qu'on partage notre expérience avec les autres, on peut faire part de son savoir. Chacun partage son savoir. Et ça peut permettre de développer d'autres connaissances. Pour les apprenants aussi. C'est une opportunité de renforcer les capacités. L'évolution du savoir mène aussi à l'innovation dans votre secteur d'activité, dans votre démarche. Et l'innovation, pour ce qui est du projet GIVE, dont j'ai parlé plus tôt, l'innovation est le point de départ pour d'autres mises en réseau. Et c'est ainsi que le cercle commence. Et je voulais ajouter aussi que ces discussions sont très riches, très intéressantes, et que l'internationalisation, la mobilité, sont une réelle chance de développer ses capacités. C'est un message important. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces propos très intéressants. C'est fascinant parce que vous êtes impliqués sur le terrain. J'imagine que le public a beaucoup de questions. Vous avez peut-être des questions. Je pense qu'on a encore le temps pour des questions. Mais peut-être que nous pourrions projeter la vidéo de notre collègue du Danemark qui parle de son expérience de l'internationalisation. On peut donc regarder cette vidéo et puis ensuite répondre à des questions si ça vous convient. Très bien. Hello everybody, my name is Lene Sandholt. We offer a lot of programs here at EUC Syd, so we do everything from carpenters to hairdressers to dental assistants, IT supporters. All our students, they are apprentices, so they are engaged in companies most of the time and they come back to us for blocks of school training. We think it is of great importance that all our students, they get exposed to international activities during their education. It's important to become a better school, and it's also important for them for their future career and their education here. We have a large variety of Erasmus Plus programs to send out our students. We also welcome international students to a very high extent here at EUC Syd. And also by this way, our students can get exposed to other international students. We find that it is important that also our teachers are interested in international cooperation. They take part in international projects. For our management, for example, they join the TA3 Cooperation, which is a network of European vocational training centers together with vocational training centers in the US. So they have their forum for developing discussions and cooperation on an international level.
At EUSU Sud, we have an international department, and all our activities are covered in what we call International Academy. And our main goal is that international cooperation, international network, and international partnership is embedded in EUSU Sud as a natural part of what we do, so that it's not something special to have international work, but it is how we do it. EUSU Sud is happy to have joined the Europe App Mobility, and we do that because we constantly seek to raise the quality of our mobilities through networks and through close cooperation, through sharing of knowledge and experiences. We think that this is a good way to raise the qualities of what we do. And for the long-term projects, it has been quite interesting also to host the students for so long time, because they really get the sense of what is it to be placed, to live like, for example, in Denmark. Est-ce que vous avez maintenant des questions dans le public? Est-ce que vous voulez faire part d'un point de vue? Vous aurez peut-être des questions pour Pascal? On vous écoute. N'hésitez pas si vous souhaitez vous exprimer sur ce que nous avons entendu au cours de cette première heure. Je voulais également réagir et répondre en ce qui concerne les jumelages. Et je voulais parler d'e-twinning, qui est un outil d'Erasmus+, très utile pour enclencher des collaborations à distance pour les écoles. Ce n'est pas destiné qu'aux écoles. Ça peut être destiné aux écoles élémentaires, primaires, mais aussi ça vous est destiné. C'est destiné aux centres de formation pour apprentis. C'est une sorte de réseau collaboratif où vous pouvez trouver des partenaires. Vous pouvez enclencher une collaboration. Et puis, il est important de noter que cet outil regorge de ressources concernant les projets de mobilité qui peuvent vous inspirer pour ce qui est des activités, des thématiques. Et nous allons continuer de l'améliorer. Vous verrez que c'est un outil très utile qui contient des ressources très utiles. Autre information dont je voulais vous faire part, le séminaire de contact Erasmus+, toutes les agences Erasmus+ nationales organisent ce séminaire de contact qui a été conçu pour les nouveaux arrivants afin de trouver des partenaires justement. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet, le site de l'agence française Erasmus+, et vous pouvez vous inscrire pour y participer afin de trouver vos futurs partenaires de projet mobilité. Après avoir écouté notre collègue danoise, elle disait qu'elle était souvent en contact avec des apprentis de d'autres pays. Je voulais donc demander quelque chose à Pascal à ce sujet. Je sais que c'est aussi votre cas. Oui, en effet. Quand on accueille des étudiants ou des apprentis, des apprenants, il est important d'avoir des bases solides. Parce que l'entreprise d'accueil s'engage. Dans mon cas, il s'engage sur un savoir-faire professionnel, sur des compétences qui correspondent aux apprenants.
à leurs besoins de formation. L'entreprise d'accueil doit assister et surveiller les apprentis. Et puis, elle doit aussi s'intéresser à l'amélioration des procédés. Je pense que l'entreprise d'accueil est donc clé pour une mobilité réussie. Si vous choisissez la meilleure entreprise d'accueil possible pour votre apprenti, l'apprenti sera heureux, apprendra, et quand il retournera dans son pays, dans son entreprise d'origine, l'apprenti va partager tout ce qu'il a appris. En anglais, en français, en italien, dans son entreprise française, italienne, anglaise. Donc nous engageons vraiment sur le choix de cette entreprise d'accueil. Je pense que c'est important. Je crois qu'il y a une question dans le public. Oui, merci. Je suis Stéphanie Deves du ministère pour l'éducation supérieure. Vous avez parlé de réseau d'Erasmus+, des programmes. Évidemment, c'est un outil très utile pour les mobilités européennes. Il est pour les centres de formation aussi. J'ai une question sur les apprenants et l'administration. Je sais qu'il existe des échanges spéciaux pour le personnel. Je pense que ça peut être utile, ça pourrait être une ressource. Je me rappelle avoir pu aller par exemple dans une université, dans un autre pays pendant une semaine, ce qui a été très intéressant. Qu'en pensez-vous? Quel est votre point de vue là-dessus? Parce que certaines personnes aimeraient partir à l'étranger. Mais je ne suis pas toujours sûre que les gens qui travaillent dans l'administration soient conscients de ces opportunités. Et ça peut être très utile pourtant. Merci. Oui, je vais d'abord réagir rapidement. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit concernant les mobilités pour le personnel. La mobilité, c'est une chose avec Erasmus, mais il peut également y avoir des partenariats stratégiques. Pendant un court laps de temps, ça peut ensuite aboutir sur de longues coopérations. Je pense que ce serait une opportunité fantastique. Et ça ne devrait pas être un obstacle, ça devrait être quelque chose dont on peut discuter dans notre centre. Quand on envoie quelqu'un à l'étranger, quand cette personne va enseigner à des étudiants, il peut y avoir des obstacles. Donc je pense qu'il y a là une opportunité à saisir. En tant que directeur d'école, je serai en faveur de développer ce genre d'activité. Notre projet se concentre sur les enfants vulnérables. Mais nous allons étendre ce projet parce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte. Merci. Je pense que nous allons devoir conclure. Allez-y. Je voulais ajouter que, en ce qui concerne le personnel éligible, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il existe aussi
des tutoriels d'apprentis au sein des entreprises. Donc, il y a non seulement le personnel des centres de formation, les référents mobilité, évidemment. C'est la première personne à qui s'adresser. Ces référents mobilité et éducateurs, formateurs peuvent prendre part eux-mêmes à des formations, enseigner, tout comme des salariés de l'entreprise. Toutes ces personnes peuvent faire partie de programmes Erasmus+ de mobilité. Un dernier commentaire de Madame Labrousse. Un exemple concret. Je suis chargée de la mobilité européenne à Bordeaux, où j'enseigne. Depuis 15 ans maintenant, nous avons mis en place une mobilité avec l'Allemagne. Elle est très solide et mes apprentis avaient l'habitude d'aller en Allemagne pendant 3 semaines. Et durant ces 3 semaines, nous recevons nous avons des maîtres d'apprentissage avec nous. En première semaine, un maître d'apprentissage et un enseignant technique. Pareil durant les 2e et 3e semaines de cet échange. Les maîtres d'apprentissage ont des apprentis qui eux-mêmes sont en mobilité. Ensuite, nous accueillons les Allemands. Nous avons un maître d'apprentissage allemand. Et nous travaillons actuellement, depuis 15 ans déjà, avec ces maîtres d'apprentissage. Et nous avons envoyé 200 apprentis en Allemagne et nous avons reçu autant d'étudiants, d'apprentis allemands. Et ce partenariat fonctionne. Donc, essayez-le, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci pour cette discussion très intéressante. Nous voyons que les lignes commencent à bouger, des changements structurels. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé. Merci pour vos interventions. La route est encore longue, mais je crois que c'était une discussion très productive. Merci à tous et à toutes. Merci à vous tous et toutes. Nous avons beaucoup parlé de partenariat en ce début d'après-midi. Et qu'est-ce que nous entendons par partenariat? Nous entendons jumelage, par exemple. Et lorsqu'on pense au jumelage, on pense à de bonnes relations fondées qui permettent d'aider à la mobilité longue des apprentis, mais également, comme nous l'avons dit, nous pensons également à des tuteurs d'entreprise et des formateurs. Cela est crucial de le rappeler. 3 publics différents impliqués dans cette mobilité longue. À la fin du premier projet Europe, qui a été une réelle réussite, une leçon que nous avons tirée est que cela n'avait pas été facile pour les CFA de trouver de nouveaux partenaires. Bien évidemment, il y avait des séminaires de contact, comme nous l'avons dit, des partenariats stratégiques également, donc différentes choses organisées, mais avec EuroApp Mobilité, nous avons décidé de lancer un nouvel outil qui sera présenté dans quelques secondes par notre ami Léonard. Cet outil est quelque chose que nous voulions vraiment atteindre pour vous aider au sein des CFA, pour que vous puissiez soutenir les entreprises, les apprentis, pour qu'ils trouvent de nouveaux partenariats en faveur d'une mobilité longue.
J'ai le plaisir de céder la parole à notre collègue Léonard, qui a travaillé avec nous depuis le mois de mai. Il est là, il nous soutient depuis le mois de mai. Merci d'être ici parmi nous. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est une journée importante pour nous. Nous sommes ravis d'être ici avec vous pour vous présenter l'outil que nous avons inventé. Nous aimerions vous parler de notre réflexion. Pour l'instant, c'est une version bêta. Et bien évidemment, il y aura différents développements par la suite. Voici nos premières conclusions après 4 mois de collaboration. Rapidement, je me présente, car je suis nouveau dans cette assemblée. Je représente Léonard, qui est une référence à Léonard de Vinci. Nous travaillons dans la conception de sites digitaux numériques. Le premier défi que nous avons rencontré lorsque nous avons commencé à travailler avec EuroApp Mobilité était de créer une plateforme qui permette aux différents acteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle, EFP, de se rencontrer, d'échanger et de mettre en place des projets de mobilité. Et donc, nous voulions voir comment ils pouvaient se rencontrer via cet outil. Première chose à souligner, comment relever le caractère complexe de ce projet. Beaucoup d'acteurs digitaux. Donc, aujourd'hui, on aimerait vous donner l'état actuel de ce projet pour vous expliquer comment nous en sommes arrivés ici, pour veiller à proposer l'outil le plus efficace possible. 3 points clés à retenir à propos de cet outil. Tout particulièrement, nous parlions de collaboration. Nous avons travaillé sur une méthodologie collaborative à partir de personnes réelles. Et donc, nous avons collecté différentes idées pour savoir quels étaient les différents défis. Deuxième aspect, nous avons fait un choix spécifique pour cet outil, à savoir mettre en adéquation une utilisation intuitive, faire correspondre une utilisation intuitive et troisièmement, avoir un système de conception simple et qui soit parlant quant à la vision que nous avons et également qui reflète la diversité d'acteurs qui participent à cet outil. Donc, dans ce premier point clé à retenir, nous voulions revenir sur la complexité principale de cet outil, à savoir la multiplicité des cibles et d'en faire une force. Nous avons identifié 3 catégories d'acteurs, les prestataires d'EFP, apprenants et entreprises. Nous avons rassemblé plusieurs personnes à travers toute l'Europe qui travaillent dans ces CFA, des apprenants et des prestataires, et bien évidemment les entreprises. Vous voyez quelques logos d'ailleurs ici, pour voir qui a participé à ces ateliers. Tout d'abord, les référents mobilité à partir des CFA, des apprentis actuels et anciens, et bien sûr des équipes ressources humaines et PDG d'entreprise. Ensemble, nous avons fait plus de 12 heures d'ateliers pour veiller à ce que cet outil que vous auriez en main soit aussi précis que possible et que vous ayez accès à des informations pertinentes. Ces travaux nous ont permis de définir ce que nous appelons une cartographie d'un espace Internet cohérent. Donc nous voulions identifier les différents profils à mettre en exergue sur cet outil. Mais les avantages de cette méthodologie collaborative ne s'arrêtent pas là. Donc, il y a eu une première étape tout d'abord dont je vous ai parlé, l'expérience des utilisateurs dans la conception stratégique de cet outil. Deuxième étape, la conception et le développement du site Internet.
Ensuite, troisième étape, la publication bêta. Donc, c'est une journée importante, je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez vous inscrire sur la version bêta. Et qu'est-ce qui se passera à l'avenir? Il y aura la phase d'essai où nous intégrerons tous les prestataires EFP qui nous feront tout leur retour pour savoir quelles adaptations nous devons effectuer par la suite. Et en collaboration avec tous les acteurs, ensuite, nous publierons cet outil. Nous aurons les trois typologies d'acteurs seront capables de tester, d'utiliser cet outil. Donc voilà pour le premier point clé à retenir. Le deuxième point clé, donc à quoi correspond cette mise en correspondance? Qu'est-ce qu'on entend par mise en correspondance? C'est une, qui s'appelle matching en anglais, c'est une bonne pratique numérique, premièrement introduite par les applications de rencontres. C'est un principe clé qui permet de faire correspondre les résultats de l'utilisateur à son profil plutôt que de leur demander de faire cette recherche eux-mêmes. Et pour mieux comprendre cette solution, nous la comparons au module de recherche. Donc pour créer cette plateforme, il y a le scénario de recherche. Dans votre barre de recherche, vous saisissez ce que vous recherchez. Mais en termes d'utilisation, d'intuitivité de l'utilisation pour l'utilisateur, ce n'est pas très pratique. Donc, nous avons opté pour le scénario de correspondance où nous essayons de faire correspondre les données en fonction de à la typologie des utilisateurs. Et donc, vous obtenez directement des suggestions pertinentes. Vous n'avez pas besoin de faire de recherche vous-même. Et enfin, troisième point clé à retenir, il s'agit bien sûr de créativité, de conception. Nous voulions un environnement qui soit intuitif, facile d'utilisation. Donc nous avons choisi Poppins, la typographie Poppins, qui a deux avantages. Tout d'abord, c'est une typographie chaleureuse et ça nous permet de dépasser le ton un peu institutionnel du sujet EFP. Et c'est également très bien structuré, donc facile à lire. Et enfin, il est très facile de l'utiliser, comme je le disais. Deuxième aspect de cette typographie, sa lisibilité. Comme vous le voyez, c'est très simple de le lire, aussi bien en tant que titre qu'au sein du corps du texte. Donc nous voulions une typographie qui soit la plus simple possible à lire. Deuxièmement, les couleurs principales. 4 couleurs principales. Le gris clair. Ensuite, le bleu, référence à l'Europe, bien évidemment, pour rappeler les codes des médias sociaux qui impliquent l'échange, la communication. Donc, une couleur très symbolique. L'orange pour davantage de dynamisme. Nous l'utilisons pour rendre plus chaleureux cette association blanc, gris, bleu. Et le jaune, également une référence au drapeau européen, est dédié à au bouton Call to Action, donc un appel à l'action. Enfin, troisièmement, les formes. Nous avons utilisé des bulles parce que nous essayons de mettre en œuvre un outil de communication. Donc, nous voulons toutes les typologies d'acteurs possibles qui communiquent ensemble. Donc, quelque chose qui parle à tous les Européens. Donc, voilà ce qui est intéressant pour nous, c'est bulles. C'est un symbole assez universel de communication. Et enfin, des formes rondes qui nous permettent d'obtenir un environnement propriétaire visuel. C'est ainsi qu'on l'appelle.
Donc, si nous avons ces trois éléments clés, je crois que nous pouvons avoir un outil très utile. J'ai assez parlé, en tout cas, c'est en ligne depuis ce matin, en tout cas, sa version bêta. N'hésitez pas à y jeter un œil. Voici par exemple notre page d'accueil. Vous voyez les bulles qui apparaissent. Vous pouvez vous inscrire très facilement en cliquant. Très simplement, les choix sont faits, sont proposés, suggérés rapidement. C'est très simple à remplir. Vous pouvez vous inscrire et ensuite inviter en deuxième étape qui vous le souhaitez et veillez à ce que ce soit le plus utile pour vous. Là, vous voyez déjà des suggestions qui vous sont faites en fonction des données que vous avez introduites. En fonction du niveau de complexité de votre profil, vous obtiendrez un niveau de précision bien plus fiable. Et dans le menu, vous pouvez revenir aux suggestions et dire si vous les aimez ou non. Si vous les aimez, nous les gardons dans le système et vous en ferons des similaires à l'avenir. Et à la fin, vous pouvez mettre vos favoris en évidence. Vous avez également ici les détails sur les données de ce prestataire de formation. Et il y a également les capacités des différents prestataires. Vous pouvez vous mettre en contact avec eux. Et dès qu'il y a une mise en correspondance, un outil de communication s'ouvre pour que vous puissiez entrer en contact directement. Et vous pourrez ainsi lancer la conversation. L'objectif n'est pas de signer de contrat EFP, mais de lancer la conversation, le contact entre tous les différents acteurs. Et donc une conversation qui peut-être aboutira à un contrat. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis là si vous avez des questions. Concernant la version bêta, tout dépendra du nombre de typologies que nous avons. Nous travaillons avec les prestataires EFP pour le moment, car nous voulions lancer une première phase de test avec eux pour veiller à avoir tout ce dont ils ont besoin. Dans cette trilogie de typologies que nous avons, les utilisateurs, les prestataires, les entreprises, et le premier point de contact que nous avons, c'est les référents mobilité. Donc il nous faut apprendre ce dont nous avons besoin pour cet outil. Et c'est ce que nous faisons avec les prestataires EFP. Et la version finale sera disponible aux entreprises et aux apprenants également. Très bien. Une question. Je crois avoir vu un lien LinkedIn dans votre présentation, n'est-ce pas ? Est-ce que vous utilisez un lien vers LinkedIn? Et si oui, sur quelle base? Oui, tout à fait. Il y aura toujours des liens avec les réseaux sociaux. Outre ce que nous avons, outre les suggestions sur notre plateforme liées à vos données, nous voulons également fournir du contenu pour aider les apprenants, les entreprises à se sentir à l'aise dans cet environnement. Donc là, nous sommes concentrés sur le référent mobilité, mais nous voulons montrer toute la pédagogie de cette approche basée sur le réel. Donc c'est pourquoi nous utilisons également les réseaux sociaux pour davantage de pédagogie. Et sur le site, il y aura également un blog avec des articles précis pour savoir comment tout cela fonctionne. Oui, j'ai une question. Vous nous parlez de cette plateforme. Je voulais simplement savoir comment est-ce que vous entreprenez ce genre de travail à un niveau européen pour s'inscrire sur la plateforme, comme nous allons le faire. Comment est-ce que vous arrivez jusqu'à des centres de formation, des entreprises dans d'autres pays? C'est là qu'est tout le défi. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons des amis européens aujourd'hui parmi nous. Certains nous ont aidés à créer cette plateforme avec Léonard, au Danemark par exemple, en Finlande, qui nous suivent aussi.
Ces alliés nous aident, mais ce sera justement l'une de nos missions principales, la mission principale d'Europe App Mobilité, de promouvoir cette plateforme, de la faire connaître dans d'autres pays, pas seulement en France. Parce que nous savons que cette plateforme est une plateforme européenne fantastique. Mais ça n'a pas d'intérêt si elle ne sert qu'à faire le lien entre des acteurs français. Donc c'est là qu'est tout le défi. Pour l'instant, néanmoins, nous disposons d'un réseau européen, mais il faut faire passer le message. Du point de vue technique, Guillaume pourrait nous répondre. Je pense qu'il sera plus facile, du point de vue technique, de faire passer le message. Qu'en pensez-vous? Oui, exactement. Il y aura deux mécanismes qui nous y aideront. D'abord, c'est la manière dont nous avons travaillé dessus, qui était très collaborative. Donc, ça permettra ainsi de promouvoir la plateforme à ceux qui ont déjà collaboré. Et puis, justement, quand on s'inscrit sur la plateforme, on peut inviter quelqu'un par mail. Avec ce genre d'invitation, ça va évidemment nous permettre d'avoir plus d'utilisateurs. Juste pour compléter, au tout début, quand on a commencé à penser à cette plateforme, on voulait cibler plusieurs publics, non seulement les centres de formation, les jeunes, mais aussi les entreprises. Parce que pour le moment, on sait que ce sont surtout les grandes entreprises qui participent à la mobilité européenne. Mais nous pensons, nous souhaitons, nous faisons le pari de parvenir à faire participer des entreprises plus petites sur cette plateforme. Nous verrons ce que ça donne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Merci beaucoup.